Bonjour, bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Éric Battu. Donc Éric, vous avez été enseignant, Oui, maître formateur, enseignant spécialisé. Vous êtes actuellement conseiller pédagogique dans le nord de Paris, à Port-de-la-Chapelle, en REP. Et d'autre part, vous êtes membre de la plateforme des élèves hautement perturbateurs de l'Académie de Paris. Vous êtes auteur de plusieurs ouvrages aux éditions RETS, notamment Faire réussir les élèves avec la pédagogie différenciée en maternelle, mais aussi en cycle 2 et cycle 3, ces trois ouvrages différents, et auteur de Gérer une classe difficile, qui est justement le thème abordé aujourd'hui. Vous allez nous parler de son contenu, ce qui permettra, j'imagine, de répondre en partie aux nombreuses questions que nous avons eues déjà en amont. Donc, je vais vous laisser peut-être la main et présenter le contenu de l'ouvrage. Nous répondrons à quelques questions, mais je pense que vous allez aussi répondre largement avec ce que vous allez nous présenter. merci Annick et bonjour donc à l'ensemble de nos visiteurs. Alors voilà, oui, je vais vous présenter cet ouvrage que j'ai donc écrit cette année. Alors attendez, j'ai un petit message d'erreur. Non, ça fonctionne bien? Oui, Euh, normalement, je vous ai donné d'accord. la main. Ok, c'est parce que vous m'avez donné la main. Je vais donc procéder de la manière suivante. Il y aura un diaporama et puis je pense que vous verrez quand même un petit peu mon intervention peut-être dans une petite image. Annick va guetter tout ça. Donc là, je prends un tout petit temps pour lancer donc mon diaporama. Alors, afficher mon écran, voilà, c'était bien ça. Normalement, je le vois. Très bien. La technique est avec moi, parfait. Je vais essayer de mettre ça en plein écran. Voilà. Et commencer peut-être par la première image. Oui, donc, vous dire, gérer une classe difficile. Alors peut-être le premier point, c'est de bien voir que dans ce titre, je parle d'une classe difficile et non pas d'une école difficile. Donc, j'ai souhaité que ce livre s'occupe principalement de ce qui se passe dans la classe. Donc, un enseignant avec son groupe d'élèves. Alors, c'est vrai qu'il existe sur la question des élèves perturbateurs pas mal de documents qui expliquent qu'il est souhaitable que l'on procède avant tout par un travail en équipe. C'est pas le choix que j'ai opéré car il m'a semblé, par ma grande expérience, maintenant j'ai commencé dans les années 80, que eh bien, cette dimension de la classe était peut-être un peu délaissée. Alors, j'ai fait ce constat, si vous voulez, moi en tant qu'enseignant dans les années 80, et puis bien après, bien évidemment, j'ai été enseignant longtemps, que moi-même, j'avais bien du mal à gérer mes classes. Contrairement à ce qu'on s'imagine, dans les années 80, 90, 2000, eh bien, les élèves n'étaient pas faciles. On a une espèce de nostalgie d'une époque qui n'a pas existé finalement, où les élèves auraient été très très sages. Ça a toujours été des enfants assez actifs, assez volubiles, et qui donnaient du fil à retordre à l'ensemble des enseignants. J'ai aussi, donc vous voyez, ce premier point, c'est que moi-même, j'avais du mal à tenir mes classes. Et donc, j'ai toujours été intéressé par ces questions. Et puis, en tant que formateur, j'ai vu énormément de jeunes enseignants qui étaient effectivement en difficulté dans cette gestion de classe. Et alors, je me suis rendu compte que moi, je n'avais pas eu de formation initiale sur ces questions-là, mais que eux-mêmes n'en avaient pas eu. Et même dans les formations continuées, finalement, c'est une thématique qui n'était pas abordée, comme si c'était un secret qu'il fallait conserver. Je crois plutôt que c'est cette idée qu'il est plus intéressant de s'occuper de la grande didactique des disciplines que de ces petites gestions au quotidien des perturbations de classe. Et pourtant, il me semble que si on n'établit pas la relation éducative avec le groupe qui est devant nous, il y a peu de chances qu'on arrive à faire de la grande didactique. Alors, je vous rassure, même si on n'en parle pas, eh bien, ces petits secrets, on peut les dévoiler, ils existent et on va essayer d'en parler aujourd'hui entre nous. Le deuxième constat que je voulais faire en préalable, c'est que
lorsque nous sommes face à un élève en crise ou une classe qui nous échappe, eh bien forcément l'enseignant, il est pris dans la tourmente émotionnelle. Et à ce moment-là, si vous voulez, au pied du mur, il n'est pas en super disposition pour pouvoir trouver des solutions adéquates parce qu'il est troublé, tout simplement. Et que donc, l'élément numéro 2 que je voulais vous donner ici en introduction, c'est qu'il est essentiel d'avoir anticipé ces situations de crise, ces perturbations de classe, et que l'on mette en place finalement des sortes de protocoles un peu nets, un peu clairs, un peu simples pour que tout cela fonctionne. Et là aussi, il est possible de définir ces protocoles en amont. Nous allons donc en parler. Alors, je vais passer par la métaphore du bricolage pour vous montrer que ce n'est quand même cependant pas si simple. Si vous allez dans un magasin de bricolage, vous allez trouver plein d'outils, plein de vis, c'est formidable, d'ailleurs ça brille de partout, et on se dit, voilà, avec ça je vais faire un bon travail, plein de règles d'or. Mais évidemment, lorsque vous avez vos outils, vous allez vous rendre compte que le chantier sur lequel vous travaillez, il a peut-être besoin d'un certain nombre d'outils et qu'il faudrait peut-être éviter d'autres outils. Parce qu'on ne perce pas un mur de béton comme on le ferait d'un mur en plâtre ou d'un autre en bois. Et se tromper d'outils, eh bien, ça peut être assez dangereux. Alors déjà, c'est inefficace, ça à tous les coups, et même c'est dangereux parce que vous allez faire quelques dégâts. Donc j'espère que vous comprenez cette espèce de métaphore que je suis en train de filer avec vous et que pour être un bon bricoleur, eh bien, il faut prendre le temps d'acquérir des connaissances, des compétences, des gestes de métier. Et si vous regardez cette image, on voit donc un formateur qui est en train de montrer à ce jeune garçon comment il doit procéder. Nous avons vu tout à l'heure, dès l'introduction, que ce n'était pas réellement le cas de des formations initiales que vous avez reçues. On ne nous a pas forcément aidé, en tout cas pas moi, je ne sais pas ailleurs, sur ces questions, et pourtant il va bien falloir qu'on utilise les bons outils. Donc, ça n'est pas quelque chose de simple, mais c'est en même temps pas quelque chose de compliqué ou de difficile. En fait, il suffit de trouver le bon outil, bien ciselé, à la situation, au type de transgression et au profil de l'élève. C'est pourquoi, pour commencer efficacement, il va falloir acquérir un certain nombre de connaissances. Alors, ces connaissances, elles concernent dans un premier temps les comportements des élèves, savoir les analyser, savoir qui ils sont, ces élèves, connaître ces élèves, parce que là aussi, c'est comme les murs que j'ai donc essayé de décliner tout à l'heure, ils ne réagissent pas tous de la même manière, il faut donc savoir qui ils sont pour adapter l'outil. Alors, ces connaissances, on va voir tout à l'heure un certain nombre d'éléments sur le profil des élèves, mais je voulais juste assez rapidement rebalayer la psychologie du développement de l'enfant. Pour que vous voyez aussi qu'on a cette difficulté-là. Et je pense notamment à une question qui m'avait été posée sur l'école maternelle. C'est aussi pour ça que je fais le point sur cette situation. Bien, l'enfant, il va construire, si vous voulez, les interdits, les règles au fil du temps. Au début, il est dans la toute-puissance. Il n'a aucun ressenti d'interdit. Il ne s'interdit rien. Allez hop, il a envie de quelque chose, il le prend, il est dans son plaisir immédiat. Mais au bout d'un moment, vous voyez, eh bien, il va devoir apprendre la frustration parce que les adultes vont lui imposer cette frustration. Et tout d'un coup, il va être en colère, il va menacer, il va détruire parce qu'on s'oppose à sa toute-puissance. C'est donc la période du non. Et cette période du non, elle va mordre un peu sur les premiers mois de la petite section, mais c'est le moment où généralement l'enfant doit apprendre de manière décisive la frustration, apprendre à contrôler, à se contrôler sur cette toute-puissance. Et en fait, on s'aperçoit qu'il y en a un certain nombre, évidemment, qui n'y parviennent pas. Alors, un élève ordinaire, un enfant ordinaire, je parle d'un élève, mais parlons d'un enfant quand même, il considère que les règles des adultes, elles sont un peu insupportables, mais qu'elles sont très légitimes. Alors, il engrange en moyenne section cette période des défendus.
Hein. D'accord, j'ai pas le droit de faire ça. Ok, c'est insupportable, c'est pas bien, je suis déçu, mais je vais le faire quand même parce que c'est les adultes qui décident. Bien. Mais vous avez vos élèves qui, eux, sont toujours dans leur toute puissance et qui n'acceptent pas de passer cette étape de la frustration. Alors, pourquoi ils n'y arrivent pas? Ben, tout simplement parce que les réponses que les adultes lui ont apportées au moment où il devait établir ce passage, eh bien, n'ont pas été adaptées, tout simplement. Hein. Et vous le voyez maintenant encore avec, avec ces crises, des crises de bébé, hein, alors qu'il est déjà quand même un petit bonhomme de moyenne section, puis de grande section. Hein. Alors, à la grande section, l'enfant, il commence à se dire, ok, c'est pas autorisé cette affaire, mais moi j'aimerais bien comprendre pourquoi. Et donc c'est la période des pourquoi. Hein. Alors il se soumet, mais il résiste. Hein. Donc on le voit en classe, hein, en grande section. Il est d'ailleurs intéressant parce qu'il fait le grand et il est en train d'interroger le cas. Voilà. Et puis vient après une période alors extrêmement favorable pour les adultes. Hein. C'est la période de l'acceptation. Finalement, il se dit, les adultes sont des gens gentils, ce sont des bonnes personnes, ils ont établi des règles, c'est pour moi, je ne sais pas pourquoi ils ont fait tout ça, mais c'est forcément super bien, et surtout pour être un bon enfant, il faut absolument obéir. Hein. Alors ça dure pendant le cycle 2, le début du cycle 2, et puis au bout d'un moment, la rupture, c'est un peu le CE2, hein, et bien vos élèves vont commencer à regimber. Hein. Et là, vous allez les voir réagir, et alors d'une manière un peu rationnelle, parce qu'ils n'ont pas encore construit tout ça de manière nette, mais ils veulent s'opposer. Et l'année de CE2 n'est pas une année facile. Peut-être que nous avons sans doute même quelques auditeurs qui sont dans ces classes-là. C'est souvent une classe de rupture. Alors, ce n'est pas encore les préadolescents du CM2, mais enfin, il y a quelque chose qui ressemble à ça. Et en CM1, CM2, finalement, étonnamment, ce n'est pas étonnant, mais c'est un peu contre-intuitif, eh bien, on va les retrouver peut-être plus sérieux, plus retenus, plus dans la compréhension, ce qu'on appelle une période de la conscience morale et sociale, où ils commencent finalement à comprendre que ces interdits, c'est pas pour être vilain avec eux, c'est pas pour s'opposer, mais qu'au contraire, c'est émancipateur pour l'ensemble de l'humanité. Voilà quelque chose de tout à fait intéressant. Si j'ai pris le temps de vous expliquer ça, c'est pour que vous compreniez que lorsqu'on établit des règles dans la classe, il ne faut pas s'imaginer que votre élève de grande section ou de cours préparatoire est en capacité de négocier avec vous ces contenus-là. Il est prêt à les accepter, à les accueillir, sans qu'on ait à, d'une manière un peu démagogique, vouloir absolument qu'il partage ses valeurs. C'est plutôt dans la période du cycle 3, voire même à la fin de la période du cycle 3, qu'on va être dans une négociation ou en tout cas dans une construction des règles ensemble. Et à l'école maternelle, franchement, il ne faut pas non plus être dans la négociation. Voilà déjà un certain nombre d'erreurs sur lesquelles qu'il va falloir éviter si vous voulez que votre classe soit bien gérée. Alors, la frustration, si on en reparle, on y reviendra, voir comment on peut gérer ces élèves qui ont du mal avec la frustration. Mais passons maintenant aux classes élémentaires pour se dire qu'il y a en fait deux grands profils d'élèves perturbateurs. Vous avez les élèves, on va dire ordinaires, qui ont des difficultés de comportement, et puis vous avez des élèves qui relèvent du handicap et qui ont des troubles du comportement. Ça n'est pas la même chose. Dans le cas numéro 2, vous avez des élèves qui subissent véritablement fortement ces troubles qui s'imposent à eux et qui nous imposent à nous. Hein, et que la manière dont on va gérer ces élèves en situation de handicap et ces élèves qui ont des difficultés de comportement et qui finalement se permettent de faire des bêtises parce que c'est amusant, parce que ça nous permet d'avoir un certain succès auprès des petits camarades ou parce que tout simplement ça permet de crier aussi une certaine souffrance. Hein. Ça reste légitime. Mais je mis ça dans le registre de l'imposture et de la mise en scène parce qu'ils nous font tourner en bourrique et pour des raisons qui ne sont peut-être pas si légitimes, contrairement à ceux qui ont des troubles du handicap. Si je les ai bien séparés, ce n'est pas pour stigmatiser les uns par rapport aux autres, c'est parce que les réponses que vous allez devoir apporter ne sont pas de même nature. Lorsque vous avez des élèves qui sont en difficulté de comportement, il va falloir affronter ça avec de la discipline, avec de la règle, avec éventuellement, pourquoi pas, des sanctions.
Alors que lorsque vous êtes face à des élèves qui ont des troubles du comportement, on n'est pas tout à fait dans le même projet. Là, ils subissent véritablement cette violence qui leur est propre et il faut qu'on les accompagne, qu'on contourne ces difficultés, qu'on détourne ces violences qu'ils génèrent. On ne peut pas les punir. Pourquoi la punition, par exemple, là, serait contre-productive? Parce qu'elle va les faire flamber tout ça. Simplement, ça va être une agression pour eux. Ils vont se sentir véritablement revenir à des éléments qui leur font beaucoup de mal. Je pense que les webinaires, par exemple, que vous avez peut-être vu de M. Aigron ont été clairs sur ces questions-là. Je ne suis pas un spécialiste, moi, du handicap, mais en tout cas, on ne peut pas agir, comprenez-le bien, avec ces élèves porteurs de troubles comme avec ceux dont on espère qu'on va les remettre dans le droit chemin, simplement en leur imposant un certain nombre de règles. Et il ne faut pas non plus accompagner ceux qui ont des difficultés de comportement et leur dire les pauvres cocos, on ne va pas passer par de la sanction. Ils vont nous faire tourner en brique, hein, donc il faut le faire. Il est donc important que vous arriviez à identifier le profil de vos élèves. Alors, il y a un troisième groupe qui est un peu difficile à gérer, c'est celui dont vous pensez qu'il pourrait être porteur d'un handicap, mais qui n'a pas été reconnu, pas encore, par la MDPH. Et puis, il y a ceux qui ont des difficultés de comportement, mais qui tout d'un coup ont, subissent des troubles épisodiques, comme l'on dit, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a quelque chose dans leur vie, une rupture, qui fait qu'on bascule dans quelque chose qui est plus grave. Alors là, on sera prudent avec eux, on ne les sanctionnera pas, on trouvera d'autres moyens et on essaiera surtout, c'est le maître mot là en ce moment, de comprendre la situation, pas comprendre forcément les élèves, mais la situation, c'est-à-dire véritablement qui ils sont. Alors, dans le livre, nous avons proposé un certain nombre de grilles qui vous permettent de déterminer peut-être le profil de votre élève. Alors, ce ne sont pas des diagnostics que nous sommes en train de poser là, ce sont de simples observations. Mais c'est vrai que le diagnostic va être posé par les partenaires médico-sociaux, mais nous avons cet élève dans notre classe 6 heures par jour. Les partenaires médico-sociaux, ils font leur travail avec un rythme qui n'est pas exactement le nôtre, ça va plus lentement, comme vous le savez. Et donc, et puis c'est assez secret, on n'a pas forcément, nous, toutes les informations. Et donc, il faut qu'on arrive à nous, quand même, comprendre ce qui se passe avec chacun de ces enfants, si on veut, puisqu'il est dans notre classe au quotidien, adapter nos pratiques. Alors, sans poser un diagnostic, il est quand même possible de faire ces observations. Vous voyez, on a listé toute une série d'attitudes que vous allez pouvoir cocher en termes d'intensité, c'est-à-dire est-ce que c'est fort ou est-ce que c'est faible pour cet élève, et puis de fréquence. La fréquence, c'est-à-dire est-ce que ça arrive tous les jours ou est-ce que ça arrive seulement de manière très épisodique. Alors, cette grille, elle est immense, vous voyez, elle a 118 items, et on peut, par exemple, vous voyez, si je regarde ici le 37, menace d'autres personnes, des camarades ou des enseignants. C'est lui qui commence les bagarres, il se met en colère, et ainsi de suite. Et vous cochez selon le profil de l'élève. Et puis, à la fin, vous avez ici un petit code explicatif qui vous renvoie à des profils d'élèves. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'on dit que cet élève est TDAH ou qu'il est TOC, trouble des conduites. Ça veut dire qu'il est sur cette pente-là. Et partant de là, ce que ça va nous permettre, nous, c'est d'avoir un certain nombre de réponses adaptées dans notre situation de classe. Car n'oublions pas que nous sommes des pédagogues et que notre travail, c'est d'abord la gestion pédagogique de notre classe. On ne doit pas, évidemment, remplacer les professionnels de soins qui font ça beaucoup mieux que nous. Alors, vous voyez, par exemple, là, vous avez la grille des élèves que j'appelle la pente TCC, c'est-à-dire troubles des comportements et des conduites, un peu comme le loup de Marlaguet, pour ceux qui connaissent l'histoire. Et là, nous avons mis un certain nombre d'éléments pour comprendre que la difficulté majeure de cet élève, c'est que l'autre
le père est perçu comme menaçant. Et donc, c'est pour ça qu'il l'agresse, parce qu'il se sent menacé. Il est entièrement mobilisé à contenir ses propres affects et ses propres émotions. Donc, ça, c'est sa difficulté majeure. Et puis, on voit qu'il a des points d'appui. Par exemple, ses potentialités cognitives sont totalement préservées, donc il peut apprendre à l'école. On voit ses attitudes majeures et puis on voit à côté ses impossibilités, ce qui lui est difficile. Et puis, je propose ici donc un certain nombre de conseils pour accompagner cet élève au quotidien. Donc, établir des règles claires avec des conséquences connues. On va simplifier et ritualiser les transitions entre séances. On va désacraliser les évaluations et ainsi de suite pour qu'ils puissent vivre ordinairement dans notre classe. Et vous voyez donc que cet élève, si on voulait peut-être adopter un certain nombre d'autres règles pour lui, on risquerait d'aller à contre-courant et donc eh bien, de le faire plus exploser que de s'apaiser. Alors, il y a celle-ci, par exemple, que l'on vient de voir pour les élèves top. Ça, c'est pour les troubles de l'attention avec hyperactivité ou pas, d'ailleurs. Hein. Et là, c'est Pinocchio. Oui, on n'est plus sur le loup de Marlayette. Hein. Et donc, ce petit Pinocchio, eh bien évidemment, il a un certain nombre de difficultés. Bah, c'est qu'il est dissipé par son environnement. Il est étourdi. Il a une attention de courte durée. Une agitation, il gigote, il tripote, il bavarde. Alors, je crois que l'une d'entre vous m'avait posé une question sur ce profil d'élève. Eh bien, elle me disait, mais est-ce qu'il y a quelque chose dans le livre? Oui, vous voyez, cette grille est là pour vous aider à essayer de répondre aux difficultés de cet élève et comment il faut agir. Par exemple, les réprimandes sont inutiles avec cet élève-là. Hein. Ça lui passe au-dessus. C'est d'ailleurs ce que vous dites hein, dans votre écrit, en expliquant que finalement, lorsque vous mettez en place un protocole, ben, ça ne sert à rien parce qu'il ne respecte rien de tout ça. Ah ben non, ça lui passe au-dessus. Vous voyez. Donc, il faut avoir de la patience. Alors, vous allez dire, ce n'est pas vraiment une réponse, avoir de la patience. Je suis désolé, c'est comme ça qu'il faut fonctionner. Cependant, avec lui, il faut lui permettre de bouger, il faut lui permettre qu'il puisse tripoter un certain nombre d'objets. On va créer pour lui un petit sas où il pourra aller, on va dire, développer toute sa richesse intérieure et il va tripoter tout ce qu'il veut pendant un temps nécessaire et ainsi de suite. Des zones de délestage, comme on appelle ça. Hein. Voilà. Donc, pour vous expliquer que dans l'ouvrage, j'ai essayé de profiler, on va dire comme dans les séries télé, hein, les élèves, sans vouloir les stigmatiser, mais en tout cas pour vous donner les outils qui vous permettent de répondre aux spécificités de chacun de ces élèves. Alors, autre outil peut-être intéressant pour vous, on s'aperçoit que finalement, souvent l'élève, on l'observe au moment où il a perturbé la classe, c'est-à-dire lorsqu'il est passé à l'acte, hein, d'une certaine manière pour dire ça à grands traits. Hein, lorsqu'il pique une colère, lorsqu'il donne un coup de poing, lorsqu'il bascule une table, et ainsi de suite. Mais on est souvent peu attentif à ce qui s'est passé juste avant, c'est-à-dire tous les signes avant-coureurs. Et là, je vous conseillerais fortement d'essayer d'observer, alors en espérant que vous avez peu d'élèves dans cette situation-là, parce que sinon vous ne pourriez pas le faire, tant ça vous occuperait, c'est quand même d'essayer d'isoler finalement ce qui est élément avant-coureur déclencheur des situations de violence que vous allez observer ou toutes les crises que vous allez observer chez votre élève. L'idée est de faire un petit chrono, alors pourquoi le faire dans les jours, attention, hein, de faire un petit chrono et essayer de trouver quels sont les stimuli hein, qui le mettent dans cet état-là. Et donc après, il sera de votre responsabilité de trouver le moyen d'éviter qu'il soit confronté à ces stimuli. Alors là, on vient d'aborder la question très rapidement, évidemment. Hein. Il y a beaucoup d'autres outils dans le livre hein, pour pouvoir mieux comprendre les élèves. Et puis, il y a beaucoup d'autres ouvrages, notamment sur les élèves en situation de handicap, même chez les éditions Retz, surtout chez les éditions Retz, pour vous aider donc à mieux profiler encore ces élèves. Mon livre n'a pas l'ambition de couvrir tout le champ, bien évidemment, mais d'avoir une approche, rappelons-nous ça, pédagogique. Hein. Alors, au-delà de ces connaissances,
il vous faut aussi des savoir-faire, des trucs et des astuces. Hein. C'est ces fameux secrets dont je parlais en toute introduction. Effectivement, eh bien, ils existent, ces trucs et astuces. On nous a dit que non, eh bien si, ils existent et donc ça serait quand même intéressant de les connaître. Hein. Alors, on va voir tout à l'heure, en fin d'intervention, ce que peuvent être ces savoir-faire, ces trucs et ces astuces. Mais je vais parler d'autre chose avant parce que il n'y a rien de magique dans cette affaire. Certes, il faut des connaissances, certes, il faut des savoir-faire, mais il faut aussi, à votre niveau, vous d'enseignant, des savoir-être. Et on va prendre le temps d'observer ça. Si l'on regarde cette approche systémique de l'enseignement scolaire, vous avez face à face un élève et un enseignant dans le même local. Alors, élève avec un S, mais chacun est une individualité. Hein. Alors, vous avez un projet éducatif, il a un projet scolaire, il a des compétences scolaires, vous avez des compétences professionnelles, il respecte des règles, vous avez des obligations professionnelles, puis vous respectez aussi les mêmes règles que l'élève. Et puis, lui, il a des pairs et vous, vous avez des collègues. Voilà, ça se ressemble un petit peu, hein, cette mise en parallèle. Mais il a des copains et des copines, et vous, vous avez des amis. Lui, c'est un enfant, et vous, vous êtes un adulte, une personne qui est un enseignant, mais qui n'est pas qu'un enseignant, comme lui est un élève, mais il n'est pas qu'un élève, il est un enfant, et vous êtes une personne. Et ça serait bien mentir que de dire que l'élève est strictement élève, et que l'enseignant est strictement enseignant. Bien évidemment, il y a tout le reste qui vient rentrer ici dans la situation pédagogique. Alors lui, il y a ses valeurs familiales, mais aussi ses goûts, ses appétences, son tempérament, hein, ses besoins vitaux. Et puis vous, vous avez votre éthique, peut-être personnelle. Vous avez un corpus de valeurs, là aussi, personnel. Vous avez des doxas, des idées un peu toutes faites, bon, pourquoi pas. Vous avez des goûts et des appétences comme l'enfant a les siennes, et vous avez vous aussi votre tempérament comme l'enfant a le sien. Et puis vous avez un projet professionnel. Et puis vous aussi, vous avez des besoins vitaux et aussi des limites. On reviendra sur cette idée donc de limites. Et donc vous voyez qu'on a là deux personnes qui se retrouvent dans le même local et qui vont devoir ici établir une relation, qui est une relation qui est certes éducative, mais aussi qui est interpersonnelle. Cet élément humain que je suis en train de pointer ici, il est essentiel dans ce que je veux vous dire ce soir. Alors, l'enfant vient donc avec aussi tous ses petits tracas, et puis vous-même, vous venez avec votre vie, avec tous vos petits tracas. Et tout ça, eh bien, ça a tendance à se croiser. Les deux professionnels et les deux personnes, quand je dis les deux professionnels, l'élève et l'enseignant, et les deux personnes, l'enfant et la personne que vous êtes, eh bien, tout ça s'entrecroise dans une situation pédagogique où il ne faut pas nier la dimension très humaine, hein, au-delà de la dimension de l'élève épistémologique, un peu comme ça que la sociologie de l'éducation ou que la didactique agite souvent dans les situations. Là, nous sommes face à un élève enfant. Et comme vous, vous êtes un grand professionnel, mais vous êtes aussi une personne avec ses richesses, mais aussi certaines faiblesses. Hein. Voilà. Alors, il est intéressant, dès lors qu'on a vu que vous étiez aussi une personne, de voir ce que les élèves perturbateurs pensent de leur enseignant. Ils vont, je vais vous montrer 2-3 éléments, où on voit ce qu'ils considèrent être comme important pour être un bon enseignant. Alors, ça n'a pas été questionné au premier degré, mais au second degré, donc au collège. Mais enfin, on peut extrapoler pour dire qu'on retrouve la même chose dans le premier degré. Eh bien, ils attendent de vous de la rigueur. Ils aiment les enseignants qui sont stricts, hein, qui savent s'imposer et qui restent fermes. Voilà. Donc, ils détestent par-dessus tout hein, l'entrée en négociation, tout signe d'indulgence qui leur apparaît comme de la faiblesse. Et ils considèrent que c'est la peur d'assumer la décision d'autorité qui vous revient. Ils n'ont pas, ils savent que c'est vous qui avez l'autorité, hein, que vous la détenez et qu'il faut en faire usage.
il considère que toute remise en cause des règles qui ont été prescrites, eh bien, toute indécision sur l'usage de ces règles va vous disqualifier. Vous disqualifiez vous, mais aussi la règle que vous avez défendue devant eux. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils n'essaient pas de la transgresser, hein. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais ils attendent de vous que vous soyez rigoureux par rapport à ça. Et donc, toute décision qui ne sera pas corrélée aux règles qui ont été établies ou qui n'est pas proportionnée parce que vous êtes énervé, et donc, hop là, vous fâchez, vous punissez plus fortement que d'habitude, ça leur va pas. Et même si vous dites, oh ben non, en fait, je vous punis pas, ils n'aiment pas non plus. Hein. Ils veulent que ça soit bien mesuré, corrélé à ce qui a été établi. Voilà. Sinon, pour eux, c'est de l'arbitraire. Et partant de là, eh bien, ils peuvent vous échapper assez fortement. Alors, au collège, c'est très, très vrai. Dans les petites classes, peut-être un peu moins. Donc, la base est ici. On fait ce qu'on a dit. On fait ce qu'on a dit. Et ça, c'est une règle absolument essentielle. Vous pouvez l'encadrer, hein, parce que là, c'est la base. Alors, ils attendent de vous de la prévisibilité, de la constance. Donc, le bon enseignant, c'est celui qui est prévisible, qui est constant dans ses attitudes. Je n'ai pas dit ennuyeux, j'ai dit constant. Voilà. Et ils adorent donc justement les séances très routinisées, qui fonctionnent avec des scripts bien carrés, toujours les mêmes. Hein. Et donc, alors c'est peut-être pas très agréable pour celui qui enseigne, mais en tout cas, pour eux, c'est absolument essentiel. Ils adorent s'y retrouver. Hein. Alors, toutes les situations de problèmes un petit peu compliquées comme ça, qui les déstabilisent, ça les met en difficulté. Et donc, ils n'aiment pas trop. Ils attendent de vous donc quelque chose d'assez constant. Donc, j'aurais bien envie de vous dire qu'avec les élèves perturbateurs, eh bien, il faut être très cadrant, très dans des scripts, dans des choses extrêmement prévisibles quant à vos séances pédagogiques. Alors, le troisième point, c'est qu'ils aiment les enseignants qui les considèrent aussi comme des personnes et pas seulement comme des élèves. C'est-à-dire qu'ils aiment qu'on s'intéresse à eux en tant qu'enfants, en tant que personnes. Et alors ça, c'est une posture qui est un petit peu compliquée de votre part, parce que vous êtes sur la ligne de crête. À la fois, il faut les considérer comme des élèves, mais aussi, il faut savoir prendre en compte de manière, on va dire, plutôt discrète, plutôt avec tact, leur vie extrascolaire. Peut-être les passions qui les animent, peut-être les activités périscolaires qu'ils font, ou d'autres choses. Et vous y intéresser pour eux est absolument essentiel. Donc ça, c'est une posture, je reconnais, qui est assez compliquée à avoir. Mais en tout cas, ils ne souhaitent pas que vous les preniez simplement pour des élèves. Voilà. Et finalement, on arrive à cette idée que Patrick Rayou écrit de la manière suivante, et que là aussi on pourrait encadrer. Le professeur chahuté est celui qui, tentant de forcer sa nature, ne parvient pas à unifier le dire et le faire. Ce que Patrick Rayou essaie de nous expliquer et qui sera majeur, c'est que il faut que quand vous dites quelque chose, vous le fassiez. Mais plus fortement que ça encore, ça n'est pas simplement respecter ce que l'on a dit, c'est qu'il ne faut pas forcer ses natures, c'est-à-dire ne pas faire autre chose que ce à quoi on croit. Il faut être fidèle à soi-même. C'est un élément assez essentiel que nous allons retrouver dans peu de temps. Et il explique également que un groupe classe peut être déconstruit dès lors que les attentes de l'enseignant et celles des élèves divergent fortement. Vous voyez deux éléments qui nous renvoient à ces trois grands points que je viens de vous montrer sur le profil des enseignants appréciés par les élèves perturbateurs. Alors, le premier des savoir-être, finalement, si on se résumait avec ce qu'on vient de se dire, c'est l'idée de sincérité, une double sincérité. Être sincère envers les élèves, faire ce qu'on a dit avec eux, être irréprochable, être constant, ils attendent cette sincérité de votre part. Mais aussi, et ça c'est peut-être un peu nouveau,
cette idée qu'il faut être sincère avec vous-même, envers vous-même, c'est-à-dire ne pas chercher à jouer un jeu, ne pas chercher à être quelqu'un d'autre. Il faut que vous puissiez, et vous, je vous le conseille fortement, et Bernard Ray, qui est un chercheur belge, a fait une étude approfondie sur cette question. La méthode que vous allez le mieux enseigner et qui va faire réussir vos élèves, c'est celle auquel vous croyez. En clair, plutôt que de prendre la méthode qui semblerait être meilleure selon tel groupe de recherche, équipe de recherche, eh bien, la meilleure, c'est celle que vous maîtrisez le mieux, celle que vous tenez, celle auquel vous croyez. Et c'est plus facile à ce moment-là de respecter votre éthique et d'être sincère avec soi-même si vous appliquez véritablement bien, ce à quoi vous croyez. D'autre part, je parle ici des limites. Chacun a des limites et ces limites, on ne les place pas tous au même endroit. Certains acceptent le bruit dans la classe et le tolèrent très bien. D'autres en sont insupportés. Eh bien, l'idée qu'il faudrait qu'il y ait un fond de bruit pour que le climat de classe soit sympathique ne fonctionne que si vous le pensez réellement. Mais si ça vous est insupportable, écoutez, ne vous imposez pas ça et trouvez le moyen de ne pas avoir ce bruit de fond. Alors, c'est pourquoi dans le livre, nous proposons ces petits outils. Alors, il y en a plusieurs, mais je vous propose simplement celui-ci qui vous permet de définir votre profil finalement. Donc, on a parlé de connaître les élèves, et bien là, c'est vous connaître vous-même. Alors, ça ressemble un petit peu au test qu'on retrouve dans les journaux féminins, mais bon, on assume. C'est un outil qui est scientifiquement quand même démontré par ailleurs, pas par nous, mais par d'autres, et qui permet effectivement d'avoir une idée un peu claire de la manière dont on se positionne sur les questions d'autorité. Est-ce qu'on a besoin effectivement d'une certaine directivité? Est-ce que par contre, on est plus dans une tolérance, dans une empathie? Et grâce à ce test-là, vous avez votre profil. Et j'allais dire, ce profil, il faut l'assumer. On comprend tout à fait des personnes qui considèrent que l'autorité passe par une certaine sévérité. D'autres qui disent mais non, mais tout ça, ça sert à rien, il faut qu'on soit très sympathique, de manière horizontale. Alors il y en a qui disent bah non, c'est n'importe quoi ce qu'ils disent, mais non, c'est pas la question. La question, c'est que chacun doit fonctionner avec ce qu'il est, alors dans une éthique professionnelle, évidemment. Attention, j'ai pas dit qu'il fallait faire n'importe quoi, mais il faut se respecter soi-même. Et c'est comme ça que l'on sera sincère. Alors, on vient de parler d'autorité et peut-être d'une certaine sévérité. Je vous invite cependant à ne jamais piquer de colère et d'essayer de voir comment vous pouvez, par une communication non verbale, appliquer cette autorité sans avoir à violenter verbalement vos élèves. Les postures corporelles, la voix, le superbe outil qui est la main, les déplacements, le simple regard. Tout ça se construit et nous donnons quelques cours, en tout cas, dans l'ouvrage sur la manière de procéder. Il y a des ouvrages qui vont évidemment plus loin dans cette dimension. Alors, un peu pour résumer tout ce qu'on vient de dire sur les ingrédients pour construire la relation naturelle à l'autorité. Parce que ce que je viens de vous dire est là pour vous expliquer qu'il n'y a pas des enseignants qui auraient une autorité naturelle comme ça, qui auraient du charisme et qui réussiraient spontanément lorsque les autres n'y arriveraient pas. Non, il faut comprendre donc que tout ça se construit en étant fidèle à soi-même. Mais seulement pour être fidèle à soi-même, évidemment, il faut rentrer dans la relation avec celui qui est en face de nous, qui lui-même a des besoins propres qui ne sont peut-être pas complètement corrélés à nous. Donc, c'est évidemment un aller-vers, forcément. Même si vous avez donc un cadre qui est posé avec une ambition peut-être d'autorité forte, il va vous falloir prendre en compte le besoin de l'autre. C'est le juste retour des choses. Et donc, pour résumer un peu tout ça, le premier acte, c'est d'abord d'être sincère dans la relation, se montrer sincère dans la relation. Il y a une bassine avec cette sincérité, mais c'est vrai que je reconnais que c'est un mot qui me semble relativement important dans notre affaire.
Le deuxième axe, c'est engager une part de soi dans la relation. On ne peut pas rester trop à l'extérieur comme ça. Il faut absolument que l'on engage une part de soi dans la relation. Alors, ça n'est pas se perdre que de s'avancer d'un pas. Il faut se risquer dans la relation avec l'élève, être en capacité d'aller au contact, pas seulement de l'élève, mais aussi de la personne, de ce qu'il est lui-même. Vous êtes vous-même, il est lui-même, et il faut que l'on se rapproche. Alors, pour réussir sans se faire happer, il faut avoir construit quelques certitudes professionnelles et personnelles. C'est vrai que si vous êtes dans une période plutôt troublée pour des raisons personnelles, vous allez avoir plus de mal que ceux qui ont établi leur petite vie bien installée. C'est vrai ça. Et puis ceux qui se disent le monde fonctionne comme ça, j'ai ces valeurs là, je pense que je peux aller dans ce sens là. Ceux qui ont acquis ces petites certitudes, eh bien vont mieux réussir que ceux qui sont dans une grande période de doute. Reconnaissons-le. Alors on avance pour le dernier point, c'est qu'il faut, quoi qu'il arrive, un peu de souplesse pour accueillir la différence, car celui qui est en face de nous n'est pas le même que nous-mêmes. Et il faut le traiter en partenaire valable, c'est-à-dire en clair que cet enfant étrange, différent peut-être de notre propre enfant, est quand même un être construit avec, on va dire, un corpus de valeurs, avec un potentiel énorme, même s'il n'est pas sur les mêmes thématiques que notre propre enfant ou que notre propre personne. Et donc, ne pas partir sur l'idée que l'on a en face de soi un partenaire valable, c'est forcément échouer parce que lui-même va le ressentir, ça. Donc, vous devez vraiment le prendre comme partenaire valable. Voilà, une autorité qui ne ment pas. Et donc, je rappelle la bonne démarche. La bonne démarche, c'est celle dans laquelle vous vous trouvez à l'aise et en non-contradiction avec vous-même, facilement corrélé à ce que vous dites et ce que vous faites. Comme ça sera facile de le respecter. Finalement, dans tout ce qu'on vient de se dire ici, le point modal de réussite, c'est l'axe des connaissances. Il faut observer l'élève, le caractériser, savoir ce qui s'adapte à ses besoins pour lui apporter ça. Deuxièmement, il faut la double sincérité envers l'élève et envers soi-même. Il faut de la constance, de la régularité. Voilà. Et ça veut dire apprendre à se connaître et à s'accepter soi-même, quitte à être un peu original et peut-être un peu différent du collègue de la salle d'à côté. Troisième axe, donc celui des savoir-faire. Il faut connaître et appliquer les trucs et les astuces. Eh bien, on n'a pas parlé vraiment encore des trucs et des astuces. C'est ce qui va nous intéresser maintenant. Ces trucs et ces astuces qui ne sont pas magiques, ils permettent de bien agir avec soi-même et de bien agir en direction des élèves. Alors, je vais prendre une petite goutte d'eau. Et regardez l'heure qu'il est. D'accord. Je suis bavard. Alors, axe des savoirs, connaître et appliquer les trucs et astuces. Je vous avais dit qu'on n'en avait pas encore parlé, je vous avais promis d'en parler, et c'est maintenant. Alors, les règles d'or, on en donne vraiment en masse dans ce livre, puisque c'était un peu cette idée, c'est un peu ce qui m'avait lancé, en me disant mais c'est pas possible de voir des enseignants qui commettent ce type d'erreur alors qu'on sait depuis des années que c'est pas comme ça qu'il faut faire. Non pas dans des pratiques pédagogiques, mais dans des attitudes, dans des relations. Alors, on les a listés. Ben voilà. Et il y en a énormément, puis on les a mis, on les a ordonnés. Les règles d'or, il y en a 70 en fait dans l'ouvrage. Et après, évidemment, tout le long, il y a d'autres conseils qui sont apportés. Alors, le premier groupe de gestes, c'est contrôler vos propres émotions. Et ça, c'est pas rien. Parce qu'effectivement, lorsqu'on a des élèves qui sont
perturbateur, eh ben, il nous perturbe. Hein, il perturbe la classe, mais il perturbe aussi qui nous sommes. Hein. Donc, il est absolument essentiel de ne pas se laisser happer par la situation. Hein, et de se montrer serein. Pas facile, hein, parce que justement, on est attaqué dans ses propres émotions. Hein. Donc, on va faire très attention à ne pas basculer nous-mêmes dans cette espèce de violence et d'agressivité. Hein. Mais alors, on ne va pas non plus faire, l'un des risques aussi, c'est faire comme si il ne se passait rien, hein, être indifférent à ce qui se passe dans la classe. Hein. Alors, des fois, évidemment, ce qui se passe dans cette classe, ça va réactiver en nous un certain nombre de blessures narcissiques, hein, d'enfants souvent. Hein. On se dit, aïe, 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 mais là, ça me fait du mal, je ne peux pas accepter ça, on a ses limites. Hein. Et donc, il faut se sentir suffisamment fort pour agir. Si on ne se sent pas assez fort, il faut passer la main. Quand je dis passer la main, c'est là, je suis pris en fait dans le trouble. Il faut absolument que je m'en dégage parce que tout ce que je vais faire à ce moment-là, émotionnellement, je suis complètement dominé, je ne vais pas y arriver. Il faut que je passe la main. Passer la main, ça veut dire demander en fait à un autre adulte de l'école de prendre en charge peut-être l'élève perturbateur, peut-être la classe. Ce qui est sûr, c'est que quand vous avez un élève en grande crise, vraiment, élève hautement perturbateur, comme on dit, et qui commence à vous retourner les tables, qui commence à violenter des camarades, voire des adultes, il faut absolument que vous ayez pensé, quand je dis vous, je le dis collectivement, c'est-à-dire au niveau de votre école, il faut absolument qu'il y ait un protocole qui se mette en place clair, net. Et en l'occurrence, c'est pas vous qui pouvez gérer la situation, parce que vous êtes dans l'œil du cyclone. Celui qui doit le faire, c'est quelqu'un qui n'est pas dans l'œil du cyclone, quelqu'un qui arrive sur la situation de manière tout à fait déterminée, mais qui est aussi troublé, bien sûr, mais pas au même degré que vous-même. Et on lui passe la main, c'est-à-dire on lui passe l'élève, ce qui fait que vous êtes rendu disponible au reste de votre classe et que vous pouvez donc, malgré l'émotion qui émane de vous et celle des élèves, parce que les élèves aussi sont victimes, vous êtes victimes, ils sont victimes, eh bien vous allez vous reconstruire un peu calmement entre vous en ayant éloigné l'élève hautement perturbateur. Parfois même, c'est vous qui allez partir avec votre classe, qui allez quitter avec vos élèves parce que l'élève perturbateur est tellement perturbateur qu'on ne peut même pas le sortir de la classe. Hein. Il n'est pas question de le transporter physiquement comme ça de manière trop violente. Hein. Donc, en clair, il faut se sentir suffisamment fort pour agir. Sinon, on passe la main. Ça paraît évident ce que je suis en train de vous dire, mais ce n'est pas toujours appliqué. C'est souvent peut-être une ATSEM ou peut-être une personne, une collègue, on va ouvrir la porte, tu peux garder mes élèves parce qu'il faut que je m'occupe d'un tel, et c'est vous qui gérez l'élève perturbateur en pleine crise. Ça n'est pas la bonne idée. Hein. Alors, il faut, et je dis ça, mais après il faut réussir, hein, il ne faut pas se sentir atteint en tant que personne. Parce que souvent, si vous voulez, l'enfant va être violent, mais il n'est pas violent contre vous. Il est violent contre quelque chose qui semble l'agresser. À travers vous, vous pouvez être celui qui l'agresse pour lui. Mais en tout cas, ce n'est pas vous en tant que personne qui êtes engagé dans cette affaire. C'est lui qui a un souci. Donc, il ne faut pas se sentir envahi nous-mêmes. Hein. Il ne faut pas faire ce travail de miroir avec lui. Hein. Ce qui est très contre-productif aussi, hein, c'est toutes les lamentations, les plaintes dans ces moments-là, parce que de toute façon, l'enfant, il ne vous entend absolument pas. Hein, et au contraire, ça compte, si vous entendez, ça contribuerait de toute façon à son mal-être. Hein. C'est complètement contre-productif. C'est humain, mais c'est totalement contre-productif. Hein. Et il faut accepter, en tant que professionnel, en tant que spécialiste de l'enfance, de ne pas toujours comprendre ce qui agit votre enfant, votre élève, excusez-moi, je dis enfant, élève là pour le coup, hein, eh bien, il y a des choses qui l'agissent, comme on dit, c'est-à-dire ça vient de lui, ça émane de lui. On ne comprend pas ce qui se passe. On ne sait pas ce qui se passe. On n'est pas spécialisé pour le savoir. Peut-être que la psychologue de l'éducation nationale est plus à même que vous de le savoir. Mais c'est normal que vous ne le sachiez pas. Même si ça vous intéresse. Il ne faut pas trouver ça comme
peu professionnel de ne pas le savoir. Voilà ce premier groupe de gestes qui vous concerne et qui est relatif donc à vos émotions. Le deuxième groupe, c'est pas concerner les langues. Oui. Il y a quelques questions justement d'enseignants sur ce premier groupe qui dit mais si l'enfant refuse de sortir de la classe avec un oui, alors si l'élève refuse alors là on est sur vraiment le protocole, donc je reviens juste un peu en arrière, donc du coup, donc il faut bien comprendre que si vous avez ce type d'élève et qu'il y a une certaine récurrence dans cette attitude-là, c'est-à-dire qu'elle n'est pas circonstancielle parce que papa et maman se sont disputés hier soir, mais que vraiment c'est une modalité qu'il emploie souvent, eh bien il faut absolument appliquer le protocole. Et le protocole doit donc être quelque chose qui est défini, comme je vous l'ai dit dès l'introduction, en anticipation, donc en amont, et d'autre part en équipe. Parce qu'un élève hautement perturbateur, dont vous êtes en train de me parler là, qui refuse de quitter la classe, eh bien cet élève-là, ce n'est pas l'élève de votre classe, hein, c'est l'élève de l'école. Autant je vous ai dit tout à l'heure qu'il fallait je souhaitais qu'on travaille principalement sur votre classe, mais lorsqu'on atteint ce degré-là, ça devient l'élève, c'est de toute façon l'élève de l'école et c'est la responsabilité de l'école. D'ailleurs, si cet élève est perturbateur à ce point-là, il perturbe aussi à la cantine, il perturbe pendant la pause méridienne, il perturbe le soir, il perturbe pendant les récréations et tous les professionnels sont concernés à ce moment-là, c'est pas vous qui êtes en poste. Donc, en clair, il faut un protocole. Ce protocole veut dire l'élève est en crise. Il faut trouver un moyen de communiquer avec les personnes qui sont prévues pour ça. Généralement, eh bien, on a tous un téléphone maintenant, ça se passe par le téléphone. Direct, vous appelez la personne qui est prévue. Généralement, c'est le directeur ou la directrice. Et il faudrait, c'est ce que je conseille de faire, c'est ce qu'on fait là, nous, Porte de la Chapelle, parce que je peux vous assurer qu'on est quand même assez confronté à ce type de difficultés. Il ne faut pas qu'ils viennent seuls, il faut qu'ils viennent accompagnés, ne serait-ce que parce qu'il faut un témoin. Il faut une deuxième personne, parce que l'enfant, lorsqu'il est en situation de violence et qu'il va falloir l'approcher, il peut se passer des choses qui sont dangereuses pour tout le monde. Hein. Donc, il faut un témoin qui pourra relater ce qu'il s'est passé. Donc, le protocole prévoit 2 personnes. OK. Après, donc, la classe sort et c'est plus votre souci, entre guillemets, parce que vous vous occupez de vos élèves. Et les 2 personnes qui ont en charge l'élève, il y a 2 possibilités. Soit on attend qu'il se calme, parce que généralement, au bout d'un moment, cette débauche d'énergie violente, eh bien, ça va le fatiguer et il va tomber. Généralement, il ne se souviendra d'ailleurs pas de ce qui s'est passé. Hein, parce qu'il est complètement dominé. Hein. Attention, c'est pas conscient hein, ce qu'il est en train de faire. Donc, ça sert à rien d'ailleurs de le sermonner derrière, hein, parce qu'il ne sait absolument pas ce qui s'est passé. Et il ne sent pas de culpabilité. Hein. Un enfant top, par exemple, il n'a pas de culpabilité. Donc, bon, voilà, il faut savoir comment agir à ce moment-là. Donc, le protocole, on le laisse se calmer. L'idée, c'est quand même de le déplacer dans un lieu un peu prévu pour ça. Donc, c'est vrai que vous avez des salles où il n'y a pas de risque de se blesser ou de blesser quelqu'un d'autre. C'est un peu idéal et on le laisse eh bien, se calmer. Alors, on peut aussi le ceinturer. Hein. Alors là, c'est déjà, oui, la contention, là, on y va. Alors, il y a toute une manière de le prendre. Hein. Plutôt par derrière, on le ceinture pour éviter ses coups de pied. Hein. Et puis d'être face à face aussi. Hein. Donc là, on a basculé dans quelque chose d'assez important. Hein. On évite absolument de le faire, mais des fois, il faut le faire. Des fois, il faudra le faire. Hein. Alors, le déplacer de force en le portant, bah, si c'est un petit bout de chou de maternelle, vraiment qui donne des coups dans tous les sens, ça n'a pas beaucoup d'incidence. Quand vous le faites avec un CM2, c'est bien autre chose. Hein. Donc, dans ces cas-là, l'idée est plutôt de le maintenir là où il est. Mais vous n'êtes pas là. Voilà, c'est ça que je pouvais peut-être apporter comme réponse. Ça veut dire vraiment structurer un protocole. Ce protocole dont je suis en train de vous parler, vous l'avez en fin d'ouvrage. Hein. C'est celui qu'on applique nous chez nous, hein, donc dans la vie réelle. Hein. Et les écoles, elles sont pas. Moi, je m'occupe de 27 écoles. Les 27 écoles sont pas.
on va tout adopter ce protocole, mais il y en a qui l'ont adopté et qui l'ont aménagé plus ou moins. Mais longtemps, on ne savait pas comment faire finalement. Et c'est ce moment-là, vous voyez, quelque chose qui est mal construit, qui fait que l'élève perturbateur va s'infiltrer, s'immiscer dans ce mal construit. Hein. Donc plus c'est construit, plus c'est un protocole, mieux ça va fonctionner. Ça n'est pas magique non plus. Hein, ce n'est pas magique. Voilà. C'est bon, Annick? Oui, merci. Alors, il y a forcément des réactions à tout ça, hein, en nous disant que, effectivement, des fois, là, le personnel manque, le directeur ou la directrice a déjà sa classe et ses élèves. Il n'y a pas forcément de collègues pour aider. C'est vrai que c'est des fois compliqué de se faire aider, en fait. Oui, alors on ne va pas nier que c'est compliqué. Alors après, il n'y a pas de collègues ou tout ça. Alors le protocole, je ne l'ai pas dit, mais il prévoit un certain nombre d'autres choses. C'est-à-dire en termes de demi-journée ou de journée, les collègues savent que c'est eux qui sont éventuellement mobilisables pour ce type de situation. Donc ils savent que le mardi après-midi, ben voilà, c'est un tel qui devra s'y coller. Hein. Ce qui fait que là aussi, le protocole est très serré de ce point de vue-là. D'autre part, quand l'enfant s'est calmé, parce qu'il finit par se calmer, par fatigue, hein, tout simplement, hein, il n'est pas question qu'il réintègre sa classe dans la minute. Hein. Donc là aussi, il y a une classe d'accueil qui est la classe d'accueil chargée de ça sur cette demi-journée concernée. Voilà, donc c'est toute une organisation. Alors je reconnais que je vous présente ça avec une attitude un petit peu de Parisien qui est riche, hein, puisque les directeurs sont des chargés de classe. Donc là, c'est sûr que c'est plus simple. Hein. Mais sinon, il faut que les collègues puissent prendre cette responsabilité. Vous ne pouvez pas être cette personne-là. En clair, ça n'est pas possible. C'est clair, hein, ça n'est pas possible. Parce que vous n'êtes vraiment pas en situation de le faire. Voilà. Alors, sauf si vous avez des relations très privilégiées avec cet élève, que vous avez déjà construit, on va dire, des habitudes ensemble et que vous êtes la personne qui est le plus à même de le calmer. Mais là, il faut être fort hein, soi-même, hein, lorsque l'enfant est en crise, hein, pour pouvoir soi-même dépasser cette affaire. Voilà, Nick. Ok, merci. Alors, peut-être, je continue avec ce deuxième groupe de gestes. Donc truc et astuce, hein, donc qui est que pour l'élève, il faut arriver, et ça c'est pas toujours simple, hein, ne pas se placer sur le plan moral. C'est-à-dire en clair d'observer cet enfant en crise avec des valeurs de bien et de mal. Eh bien voilà, cet enfant est complètement dominé, il est complètement, j'oserais un terme inadapté, excusez-moi, possédé, mais au moins on voit de quoi il s'agit. Eh bien non, il ne faut pas le voir de manière morale parce que vous êtes dans le jugement de valeur et ça va être difficile après de reconstruire quelque chose et c'est surtout assez faux. Parce que ce n'est pas du bien et du mal dans ces cas-là. Alors peut-être que si on est sur le profil d'élève dont je vous parlais, un peu imposteur, hein, c'est-à-dire qui joue ce rôle-là, alors là, peut-être vous pouvez effectivement vous positionner sur ce plan-là et avoir les sanctions adaptées. Mais quand même, l'élève qui se met dans un tel état comme ça, dont on vient de parler, quand même, le trouble est très très fort, hein, et déjà très très fort. Voilà. Pas possible que ce soit un élève totalement ordinaire. Hein. Ou alors c'est circonstanciel, c'est parce que vraiment un enfant l'a embêté. Je reviens juste en arrière parce que tout ça m'évoque des idées. Lorsque vous avez un élève comme ça qui régulièrement est en situation vraiment critique et de crise, il faut évidemment qu'on le gère en équipe, comme je vous l'ai dit. Il faut remplir un petit chrono où on explique ce qui s'est passé. Tout simplement parce que si jamais il y a eu un mauvais geste de fait, qu'il y a eu une griffure sur le bras de l'enfant, une bêtise comme ça, ça peut vous poser problème. Donc, il est très important que vous notiez de manière circonstancielle ce qui s'est réellement passé. Là aussi, le directeur ou la directrice est la personne ressource idéale pour ça, si elle peut ou il peut le faire. D'autre part, la récurrence de ce type de crise doit vous inciter à en informer très rapidement l'inspecteur de la circonscription. Alors,
souvent on dit, ah ouais, mais l'inspecteur de la circonscription, ils font rien, les CPC, tout ça. Moi, je suis CPC, hein, conseiller pédagogique. Ils font rien. Alors, il faut comprendre juste que ils représentent l'institution et que la réponse institutionnelle va toujours être une réponse institutionnelle. C'est-à-dire que ça ne va pas être une réponse pédagogique, si vous voulez, en tant que telle. Parce que l'IUN, lui, il va avoir quoi comme moyen? De vous renvoyer sur des dispositifs existants. Donc, il va vous envoyer sur les CMP, sur les centres de soins. Il va vous envoyer. Mais là, vous dire, mais c'est dans 1 mois et demi le prochain rendez-vous. Et le rendez-vous, c'est tous les 2 mois. Il pourra pas faire beaucoup mieux. Par contre, ce qu'il pourra faire, et je ne sais pas si ça se met en place chez vous, mais il y a une structure qui s'appelle le pôle ressources, qui est donc présidé par l'IUN de la circonscription, qui réunit un certain nombre peut-être de directeurs, de membres du RASED. Quand je dis RASED, le grand RASED, hein, c'est-à-dire pas seulement ceux de votre école, hein, qui réunit les partenaires, donc médecins scolaires, la DASES, enfin les services sociaux, et ainsi de suite, autour d'une table pour traiter la situation de cet élève qui est présenté donc à ce groupe et qui commence à réfléchir à un certain nombre de solutions d'aménagement, ne serait-ce que pour accélérer la situation et éventuellement débloquer. Vous voyez, sur les partenaires sociaux, par exemple, qui généralement connaissent la famille de cet enfant. Il n'est pas rare que ce soit des enfants qui soient déjà suivis. C'est dans ce cercle-là aussi où on peut décider de faire une IP, hein, une information préoccupante. C'est mieux de décider une information préoccupante collectivement avec des partenaires valables que de le faire un peu tout seul dans son coin, même s'il ne faut pas négliger de le faire. Mais ça portera plus lorsqu'on l'aura fait dans le cadre d'un pôle ressources. Hein. Vous voyez, donc, surtout, ne pas garder cette idée que j'ai cet élève, il se met en crise, je ne sais pas quoi faire et personne ne m'aide. Si personne ne vous aide, c'est pas normal. Voilà, en clair. On est dans une situation anormale. Mais par contre, il faut bien avoir conscience, cependant, j'en suis désolé, que cet enfant, il est 6 heures par jour dans votre classe, qu'il est 30 heures par semaine dans l'école, et que quoi qu'on fasse, il va rester là. Hein. Et ça, c'est pas facile à accepter, je le sais bien, mais c'est pourtant une réalité. Avant d'avoir fait un certain nombre de choses, on fait un pôle ressources, on en discute avec les partenaires. Bon, il y a des solutions. Un déplacement d'école, par exemple, peut être une solution. Des fois, on est arrivé à une situation de non-retour avec un élève comme ça en crise qui reproduit finalement toujours les mêmes cycles et finalement, on s'aperçoit qu'en le déplaçant, enfin, en préparant un déplacement dans une autre école, eh bien, il peut peut-être en profiter. Je ne dis pas peut-être, d'ailleurs, je le retire, car ça arrive très souvent, eh bien, profiter eh bien, de s'acheter une virginité, hein, et de pouvoir, il ne sera pas repéré comme il l'était, il est plus stigmatisé comme il a été, ainsi de suite. Je peux vous assurer que dans notre circonscription, nous faisons pas mal de glissements comme ça, d'écoles. Alors évidemment, c'est plus facile à Paris qu'en province, je le comprends bien, parce que nous avons une forte densité de population qui fait que les écoles ne sont pas éloignées, donc pour la famille, c'est assez simple à gérer. N'empêche que, dans la mesure où c'est possible, c'est quelque chose qui se discute avec un IUN en pôle ressources, hein, qui est plutôt efficace. Voilà. Alors, donc, en clair, ce n'est pas l'élève qu'il faut discriminer, je reprends mon fil, hein, mais bien le comportement. Il faut arriver à bien segmenter ça. Donc, il y a le comportement de l'élève qui est insupportable, mais l'élève en tant que tel, il est dominé par ce comportement. Il n'en est pas le générateur au sens réel du terme. Comme là, je dis, on n'utilise pas tu, on ne dit pas tu à l'élève. Hein. Il y a cette petite expression partagée, hein, le tu, hein, bon, c'est un moyen mnémotechnique de s'en souvenir. Heureusement, il ne tue pas, je vous rassure, mais en l'occurrence, vaut mieux dire je. Et le je, ça veut dire j'observe ça. Je vais te dire ce que j'observe. J'observe que là, ça ne va pas. Hein. Donc, il faut lui apporter cette idée-là plutôt que de commencer à être dans un jugement de valeur à partir du tu qui va forcément être un peu plus accusateur. Hein. Lorsque vous avez dépassé votre trouble,
que lui-même est revenu à son état initial, il faut parvenir, c'est pas toujours simple, je le reconnais, à garder de l'estime pour cet élève en tant que personne. Dire c'est mon élève, je ne lui en veux pas, je sais qu'il a des difficultés, ça me bouscule, ça me dérange, ça me violente très fortement, mais en tant que professionnel, je dois arriver à dépasser ça et garder l'estime que j'ai pour lui. Par contre, si vraiment vous êtes arrivé en bout de course, c'est quelque chose qui arrive. On a eu l'expérience cette semaine là, dans notre circonscription, où effectivement l'école, depuis 3 ans, donc, avait cet élève. Et au bout d'un moment, on était arrivé au bout des solutions. Vous voyez. Et c'est vrai que malgré les efforts tout à fait estimables des collègues, on était arrivé à un point de non-retour. Il fallait changer les choses. Donc le changement d'école a été la solution et ça se passe pour l'instant bien. Hein. Voilà pour le deuxième groupe. Alors, du coup, je reprends le fil. Voilà, troisième groupe de gestes. Donc, éviter les impasses ou tout ce qui va renforcer le trouble. Hein. Donc, c'est souvent une erreur que l'on commet parce que nous, on est bousculé, donc on réagit comme lui réagit d'ailleurs. Hein. En fait, sa violence, elle est surtout réactive. Alors, vous ne comprenez pas pourquoi elle est réactive alors que personne ne lui a rien fait, mais lui se sent agressé. Et nous aussi, on se sent agressé et des fois, on va réagir de telle manière, sous la forme de colère, un excès émotionnel, et on va faire flamber la situation. Et enfin la situation ou l'élève plus exactement. Et là, évidemment, on perd le contrôle. Hein. Donc, il faut absolument essayer d'éviter ça. Hein. Voilà. On va éviter aussi, évidemment, de commenter l'attitude de l'élève, hein, surtout de manière sarcastique peut-être, devant les autres. Ah, vraiment, tu es insupportable, regarde les autres, te trouvent lamentable et tout. Là, c'est clair que ça va, on va grimper dans les tours. Hein. Voilà. Et puis, éviter toute mise à pied, au pied du mur, excusez-moi, donc avec des espèces d'ultimatums. Si tu fais pas ça, je serai obligé de faire ça et tu verras, ça sera comme ça parce qu'à un moment donné, s'il ne le fait pas, vous allez être en obligation d'appliquer votre menace. Et souvent, on fait des menaces et on ne les tient pas. Et ça, on l'a vu tout à l'heure, hein, ne pas tenir ce que l'on a dit, c'est quelque chose qui est absolument catastrophique, surtout pour un élève qui vraisemblablement a eu au niveau éducatif un certain nombre de carences qui fait qu'il est habitué à ce non-respect de l'engagement de l'adulte. Hein. Donc, on a tout à fait intérêt à fonctionner différemment. Et puis, donc, la colère, évidemment, extrêmement mauvaise conseillère. Donc, préférer, ce que je mets ici, une claire fermeté. Voilà. Alors, je ne sais pas où on en est, Annick, si on continue, si on répond à des questions, mais j'ai d'autres gestes, hein, mais il y en a tellement que ça pourrait durer longtemps. Oui. J'ai peur effectivement que ça dure longtemps et que les gens peut-être doivent, non, enfin peut-être pas, je ne sais pas, mais doivent nous quitter tout simplement. Oui. En tout cas, on nous remercie, Agnès nous remercie pour votre intervention. Votre livre est une mine de pistes, de réflexion, de gestes, de trucs qui sera un appui de qualité, notamment demain après-midi pour elle en pôle ressources dans le sud de la France. Ah, voilà, c'est gentil. Voilà, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Après, c'est vrai qu'on a beaucoup de remarques d'enseignants qui disent qu'effectivement, il y a plein de démarches qui sont faites, c'est compliqué parce qu'il n'y a pas forcément de réactivité dans le système, en fait, hein, tout simplement, entre les inspecteurs, la disponibilité des uns, des autres, c'est pas toujours très simple. Mais effectivement, en tout cas, là, on a plein de remerciements. On peut encore peut-être un peu continuer sur le truc à l'astuce. Je ne sais pas s'il vous en reste beaucoup, Eric. Oui, il m'en reste énormément, donc je ne sais pas si vous souhaitez que l'on continue. Donc, effectivement, j'ai plein de mails qui arrivent, donc, enfin de messages qui arrivent, donc vraiment beaucoup de remerciements. Alice qui nous dit que c'est réellement utile pour axer ses efforts, notamment sur la relation duel sincère et la relation à soi qui doit être travaillée. Et je pense que ça, c'était un discours important à retenir. Je crois qu'effectivement, j'ai pensé l'ouvrage un peu comme ça. Hein. Je voudrais vraiment qu'il serve aussi aux enseignants, pas seulement
pour aider leurs élèves, mais aussi à être aidés eux-mêmes dans leur pratique. Parce que je crois que effectivement les élèves sont très difficiles, mais qu'il faut que soi-même on arrive à être armé. Et c'est un travail donc sur soi, qui n'est pas psychanalytique, mais et qui nécessite cependant d'arriver à se travailler. Et je pense que c'est assez possible et assez simple, parce que ce que je préconise, vous l'avez compris, c'est d'être fidèle à soi-même. Et donc, être fidèle à soi-même, finalement, c'est plus facile que d'essayer d'adopter des postures qui viendraient de l'extérieur, qu'on nous demanderait d'appliquer. Vous voyez, c'est ça qui est sûr, c'est que si on est fidèle à soi-même, on sera sincère, et cette sincérité, elle sera reçue. Donc voilà, essayez de bien apprendre à vous connaître en tant que pédagogue pour pouvoir être sûr avec vos convictions, même si des fois on vous dit c'est pas ça qu'il faut faire en maths, c'est pas ça qu'il faut faire en lecture. Écoutez, c'est une chose, je me permets là, je vais me faire taper sur les doigts par mon institution, mais c'est pas très grave, je suis habitué, remarquez. Et donc voilà, il faut défendre ce qui vous semble important. D'ailleurs, il n'y a pas grand monde qui va vous interdire à le faire. Donc faites ce qui vous semble être bon, mais réfléchissez pour vraiment savoir si c'est un premier jet peu réfléchi ou si vraiment vous assumez vraiment ce que vous êtes en train de faire. Si vous l'assumez vraiment, écoutez, ça va fonctionner. Voilà ce que je pouvais vous dire peut-être. Béatrice qui nous demande si on peut voir le protocole. Vous avez parlé du protocole au début. Est-ce qu'on le retrouve quelque part? Est-ce qu'on peut… Alors, lequel protocole? Le protocole pour les élèves hautement perturbateurs? J'imagine. Béatrice, tu dois être encore là, peut-être. À ce moment-là, il faudrait que je partage le livre en numérique. Et donc sortir de… C'est dans le livre de toute façon. Donc on peut renvoyer les gens vers le livre. Oui, alors en tout cas, sur le dernier chapitre du livre, vous avez tout le protocole détaillé, ce protocole que nous avons travaillé, nous, dans la circonscription, et donc qui a été mûrement réfléchi et testé. Voilà, donc je le défends fortement parce qu'il est le fruit de l'expérience et qu'il n'est pas quelque chose d'imaginé comme ça hors sol. Et donc, il a un certain nombre effectivement de choix, notamment par exemple ce choix qui n'est pas toujours fait, que ce n'est pas la personne qui est dans l'œil du cyclone qui s'occupe de l'élève. Et donc, ça nécessite une forte organisation pour pouvoir responsabiliser d'autres personnes que celle qui est en charge quotidiennement 6 heures par jour de cet élève. Et cette personne, elle le retrouvera bien vite dès le lendemain matin ou l'après-midi de toute façon. Donc, il faut absolument l'aider. Ne restez pas seul face à ces difficultés-là. N'attendez pas trop de vos collègues. Attention, je vous dis ça, c'est un peu violent. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut bien comprendre que c'est quand même vous qui l'avez, Et vos élèves, vos collègues, ils vont vous écouter, ils vont être une bonne oreille pour vous. Mais à un moment donné, ils ont aussi leur part. Donc, pour un élève hautement perturbateur, c'est une situation collective, je vous l'ai dit. Pour des élèves simplement pénibles, ou un peu troublés, mais que l'on devrait pouvoir gérer seul, eh bien, il faut le faire. Il faut apprendre à le faire. Il ne faut pas s'en débarrasser. Il ne faut pas passer la patate chaude. Parce que le métier, c'est vraiment ça aujourd'hui. Il n'est pas simple, ce métier. Et des élèves avec l'inclusion, évidemment, depuis 2006, eh bien, vous vous retrouvez avec ce type de profil. Donc, apprenez à affronter ce genre de difficultés. Voilà. Ne vous lamentez pas, s'il vous plaît, et essayez d'acquérir ce surcroît de compétences. Bon, pour l'estime de soi, c'est important. Donc, c'est avec ça qu'on fait du bon travail. D'ailleurs, Eric, Jérôme nous écrit et nous dit « J'ai lu le livre de Eric pour me préparer à l'arrivée d'une année très difficile. C'est une véritable Bible très complète. Merci, merci, merci Eric d'avoir construit un ouvrage aussi complet. » Donc, c'est vrai que… C'est les gentillesses qui me vont droit au cœur. Voilà.
En tout cas, beaucoup de remerciements. Donc, effectivement, je vais vous renvoyer vers le livre d'Éric Battu, hein, Gérer une classe difficile, que vous pouvez retrouver sur le site des éditions REP. Il y a plein de choses que Éric n'a pas pu encore partager avec vous, parce que c'est vrai qu'il est assez dense, mais il peut vous donner encore d'autres pistes. Merci beaucoup de nous avoir suivis tout le long, très nombreux d'ailleurs, merci beaucoup. Merci Éric pour ce partage. Franchement, je pense que ça a fait du bien à plein d'enseignants puisqu'ils nous le disent. Donc, c'est important. C'est important. Merci Annick de l'accueil. Et puis merci à tous ces participants qui ont écouté mon discours un peu descendant. Hein, je suis désolé parce que le format ne permet pas toute interactivité souhaitable. Et sur ces questions-là, évidemment, il est plus facile pour moi d'être avec un groupe de 15 à 20 enseignants que d'être avec je ne sais pas combien de centaines vous êtes. Mais j'espère que vous avez pu quand même recevoir une part du message que j'avais à vous transmettre. Merci à tous. On va vous souhaiter une très bonne soirée et puis au plaisir de vous retrouver lors d'un prochain webinaire. Au revoir. Au revoir.